En préparant cette interview hier, vous me disiez, si on perd Gaza, c'est toute l'humanité qu'on perd. Je pense qu'il n'y a pas moyen d'imaginer une situation plus grave que ce qui se passe pour l'instant à Gaza, où 2 millions de personnes sont en train de vivre une horreur. Et donc effectivement, c'est toute l'humanité qui perd. Le droit international, les droits humains, toutes les bases et le socle commun qu'on a essayé de construire sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, tout se joue maintenant à Gaza, où la communauté internationale et différents États, dont les États européens, qui sont quand même le premier partenaire commercial, sont capables de faire quelque chose, où ils seront montrés la faillite complète des engagements qu'ils ont pris au sortir de la guerre. L'invitée de la matinale aujourd'hui, c'est Karine Thibault, directrice générale d'Amnesty Belgique francophone. Bonjour Karine Thibault. Bonjour. Dans l'actualité, l'annonce a été faite hier. La Belgique s'apprête à participer aux opérations de largage d'aide humanitaire à Gaza, coordonnées par la Jordanie, l'aide par de là. Votre réaction ce matin? Notre réaction, c'est évidemment que c'est indispensable d'avoir de l'aide humanitaire qui arrive à Gaza, puisqu'on a une famine organisée par le gouvernement israélien et on le dit depuis des mois, un génocide qui est en cours. Par contre, l'inquiétude, c'est que ce largage d'aide humanitaire devienne finalement une opération spectaculaire derrière laquelle les gouvernements peuvent se cacher et en fait ne fassent pas ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est obtenir un cessez-le-feu immédiat et ouvrir les routes pour que l'aide humanitaire qui est là, parce qu'elle est présente, elle est dans des camions juste à côté, puisse arriver aux personnes directement. Et on sait bien que ces largages d'aide humanitaire, ils sont dangereux, compliqués, et ils ne vont peut-être pas arriver auprès des personnes les plus vulnérables. Donc c'est ça la question fondamentale, c'est de dire il faut que la communauté internationale et tous les gouvernements mettent la pression maximale sur le gouvernement israélien, parce que cette famine qui est organisée par le gouvernement doit s'arrêter. En fait, c'est un scandale. Je veux dire, je ne sais pas ce qu'il nous faut encore comme image d'horreur pour qu'à un moment donné, on soit capable de mettre une pression réelle sur le gouvernement de Netanyahou. Et les images d'horreur, elles circulent beaucoup en ce moment. La situation à Gaza, c'était l'un des grands thèmes de cette réunion mondiale d'Amnesty qui s'est tenue à Prague, en présence, je le disais, par téléconférence, mais en présence du secrétaire général des Nations Unies. Présence exceptionnelle, c'est la première fois qu'il participe, c'est dire l'urgence de la situation. Oui, c'est dire l'urgence. En fait, il est venu de manière exceptionnelle. Il n'était pas là présentement, mais il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient là, entre autres de Palestine, qui ont témoigné en direct et qui disaient à quel point on est dans une situation dans laquelle le droit international est attaqué de toutes parts et on assiste en direct, et ça c'est du jamais vu, à un génocide sur lequel on a peu de prise. Et donc l'importance de se dire, en fait, toute la communauté d'activistes en faveur des droits humains, de défenseurs, défenseuses des droits humains, doit se battre pour changer les choses. Vous avez des équipes qui travaillent pour Amnesty, qui se trouvent en ce moment sur place à Gaza. Des témoignages vous parviennent directement du terrain? Oui, on vient de publier un témoignage d'un collègue qui travaille justement pour Amnesty International et qui dit « Je n'en peux plus, j'ai faim et mes enfants ont faim. Je suis un père incapable de donner à manger à mes enfants. » Et il terminait en tout cas son témoignage en disant « Nous sommes des morts vivants enveloppés dans un linceul. » Et donc je crois que ce type de témoignages atroces qui sortent du terrain sont évidemment un appel à l'action. Et on l'a toujours dit, quand on est sorti de la Deuxième Guerre mondiale, on s'est dit on ne veut plus jamais voir un génocide. Et on a une responsabilité collective en tant qu'humains pour empêcher qu'il y ait un génocide sur Terre. Et donc ce que nous voyons là maintenant, c'est d'abord un génocide d'un côté et de l'autre côté une famine terriblement aggravée avec des enfants qui payent le prix de cette famine puisqu'on le sait qu'ils décèdent. Et il y a aussi tous ces témoignages qui montrent des mamans ou des papas qui cherchent à avoir accès à l'aide humanitaire et qui se font tirer dessus. Donc on est dans une situation terrible et donc je pense que là maintenant, toutes les lignes rouges ont été franchies. Sur la reconnaissance éventuelle de l'État palestinien, on sait que la France a annoncé qu'elle reconnaîtrait l'État palestinien en septembre. Le Royaume-Uni le fera également à certaines conditions. Le Canada s'est joint à ce mouvement hier. Il y a d'autres pays qui sont déjà dans cette mouvance. Comment est-ce que vous interprétez les désaccords entre les partis politiques belges sur cette question? En fait, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement Arizona n'a pas une position très claire. Donc, on voit bien qu'il y a une décision maintenant sur le largage de l'aide humanitaire. Mais que, par contre, toutes les décisions qui pourraient être prises, qui suivent le droit international, il faut quand même le rappeler que la Cour internationale de justice, qui est la plus haute instance internationale, c'est la Cour pour les Nations Unies, a défini 3 ordonnances, dont une qui dit on ne peut pas maintenir une occupation illégale, on doit faire tout pour que l'aide humanitaire arrive à Gaza. Et donc tous ces éléments-là, pour nous, ça doit être la boussole de la décision du gouvernement. L'État belge qui est aussi assigné devant la justice pour son inaction face au massacre de civils à Gaza, je cite. C'est un collectif d'ONG qui a déposé plainte le mardi 22 juillet contre le gouvernement et qui souhaite l'obliger à prendre des mesures de rétorsion contre l'État d'Israël. Vous soutenez dès lors cette action ? Mais en fait, ce qu'on soutient, c'est, il faut se dire, tout le monde se mobilise. Donc, on a eu 110 000 personnes dans la rue qui ont tracé une ligne rouge. C'était en juin. Il y a une mobilisation gigantesque
de citoyens et citoyennes partout dans le monde, et en Belgique c'est le cas aussi, qui disent en fait les États sont inactifs et sont trop lents, et donc sont responsables de ce qui est en train de se passer. Et donc ce que nous soutenons, c'est qu'en fait il y a des clartés qui ont été faites par la Cour internationale de justice sur ce que doivent faire les États, entre autres envoyer un message très clair en suspendant l'accord entre l'Union européenne et Israël. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Ce n'est pas le cas pour l'instant, c'est extrêmement décevant. Envoyer un message très clair aux entreprises de dire qu'elles ne peuvent pas participer à maintenir l'occupation, ne pas laisser des produits issus des colonies rentrer sur le territoire de l'État belge. Donc il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas faites par le gouvernement belge. Et donc en cela, on soutient évidemment toutes les actions menées par des citoyens et des citoyennes pour demander à l'État belge d'en faire bien plus. En préparant cette interview hier, vous me disiez, si on perd Gaza, c'est toute l'humanité qu'on perd. Je pense qu'il n'y a pas moyen d'imaginer une situation plus grave que ce qui se passe pour l'instant à Gaza, où 2 millions de personnes sont en train de vivre une horreur. Et donc, effectivement, c'est toute l'humanité qui perd. Le droit international, les droits humains, toutes les bases et le socle commun qu'on a essayé de construire sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, tout se joue maintenant à Gaza, où la communauté internationale et différents États, dont les États européens, qui sont quand même le premier partenaire commercial, sont capables de faire quelque chose, où ils auront montré la faillite complète des engagements qu'ils ont pris au sortir de la guerre. Érosion des droits humains et de l'état de droit, ça veut dire quoi? Que le droit international, la justice, on a certains dirigeants, en l'occurrence, qui s'assoient dessus? Qui soit dessus, et plus grave, qui en ont fait même, je pense, une cible, quand on voit que le gouvernement américain a décidé de sanctions contre le procureur de la Cour pénale internationale, donc celui qui poursuit les plus graves crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre, que c'est cette personne-là qui a des sanctions. On est dans le monde à l'envers, donc ça va même plus loin, je pense. C'est une attaque en règle contre toute l'architecture du droit international et contre le respect des droits humains. Dans l'actualité de ce matin, on a aussi cette annonce de Donald Trump qui imposera 50% de droits de douane au Brésil. Le Brésil, pourquoi est-ce qu'il lui impose cela? Parce qu'il a refusé de stopper les poursuites contre l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, poursuivi tout de même pour tentative de coup d'État. En parlant de Donald Trump, c'est vrai que malgré tous les ennuis judiciaires qu'il a, on a cette impression qu'il vit en totale impunité. De fait, il vit en totale impunité. Il n'est pas le seul. Alors un jour, j'espère que ça va le rattraper. Parce qu'évidemment, là maintenant, c'est l'impunité. Et il a le monopole de la force et il l'utilise. D'ailleurs, vous l'avez expliqué avec le Brésil, il utilise aussi la force de sa puissance commerciale pour imposer... Une sorte de chantage. Un chantage financier pour imposer finalement une impunité à un autre de ses copains, qui fait partie de la clique des autoritaires. Maintenant, je crois aussi qu'il y a des exemples qui montrent que l'impunité, c'est pas possible de la maintenir tout le temps. Et donc, l'exemple, c'est évidemment Duterte, qui est maintenant poursuivi devant la Cour pénale internationale. Président des Philippines. Président des Philippines, qui est en tout cas responsable de crimes contre l'humanité qui ont été menés dans le cadre de sa guerre contre la drogue. Eh bien, on espère bien qu'un jour ou l'autre, d'autres se retrouveront devant la Cour pénale internationale ou devant des tribunaux nationaux pour répondre en tout cas de ce qu'ils ont fait. Voilà, au rang des victoires que vous soulignez avec Amnesty sur votre site, il y a cet exemple d'arrestation du président Duterte. Allez, on peut citer un autre exemple, elle concerne cette fois l'Afghanistan, où là, la Cour pénale internationale a déposé une demande de mandat d'arrêt contre le guide suprême des talibans et le président de leur Cour suprême pour crime à nouveau contre l'humanité. Oui, ça, ce sont des exemples qui montrent que ça marche, en fait, que se mobiliser et en tout cas, travailler ensemble, cela fonctionne. C'était Margaret Mead, qui est une anthropologue, qui disait « Le monde a toujours changé grâce à un petit nombre de personnes qui s'organisent et qui sont déterminées et courageuses. » Eh bien, ça, c'est l'exemple. On avait fait un rapport sur la guerre des talibans contre les femmes, et puis la Cour pénale internationale, en tout cas son procureur, a déposé un mandat d'arrêt contre, en tout cas, 2 responsables des talibans. Alors, ils ne sont pas encore devant la Cour pénale internationale, mais c'est un signal très clair qui est envoyé et qui défend toutes les femmes en Afghanistan qui, en fait, ont disparu de la société. 29 victoires pour les droits humains qui font notre fierté. C'est un article complet à retrouver donc sur le site d'Amnesty Belgique. Et puis, je vais rappeler aussi, on en parlait, votre université d'été qui se tiendra le 13 septembre prochain à Louvain-la-Neuve. Gratuite, ouverte à tous sur inscription, avec pour thème donc la justice pour tous et le combat contre l'impunité. On en parlait à l'instant.